je le fais quand même, même si moi, ma contribution est minime, je le fais quand même parce que, d'abord, j'aurai une meilleure estime de moi, et puis je contribue, je fais un geste malgré tout. Et oui, c'est pas l'intérêt qui compte en l'occurrence, c'est l'intérêt, pas personnel, c'est l'intérêt commun qui compte. Et donc l'intérêt ne joue pas, et donc il faut enseigner la manière dont on peut vraiment pratiquer les droits de l'homme. Une autre approche qu'ont généralement des droits de l'homme des enseignants, porte uniquement, c'est la relation des individus entre eux, sur l'interaction. Un droit de l'homme est considéré comme tel, comme étant pertinent, dès lors qu'il y a une interaction avec d'autres. Oui, c'est vrai, effectivement. Sauf que dans bien des cas, les droits de l'homme protègent aussi les personnes elles-mêmes. Les droits de l'homme ne sont pas seulement là pour protéger et garantir des bonnes relations des uns avec les autres, mais aussi pour protéger les personnes. Quelqu'un qui, par exemple, veut se suicider, est-ce que vous n'avez pas essayé de l'aider? Si, vous avez essayé de l'aider. Et pourtant, son suicide ne concerne que lui. Et il va faire de mal à personne. On pourrait dire, au nom des droits de l'homme, il a le droit de se suicider. Oui, mais quand même, vous avez essayé de l'aider pour sortir de cette situation. Quand même, une personne qui est alcoolique, c'est la même chose. Peut-être qu'elle ne va pas prendre sa voiture, elle n'aura pas de conséquences sur les autres, mais quand même, cela relève de l'éthique des droits de l'homme, parce que vous allez essayer quand même de l'aider. Les religions, vous voyez, aident ces personnes qui sont en détresse pour différentes situations, et ce que peut-être pas, sont peut-être pas au nom des droits de l'homme, ou en tous les cas au nom d'une éthique des droits de l'homme qui priverait effectivement, qui ne s'intéresserait pas aux personnes en tant que telles. Donc je pense que là-dessus, les religions peuvent apporter une contribution, un regard particulier sur la manière d'appliquer les droits de l'homme. Ensuite, je pense que les jeunes, les adolescents, ils découvrent l'amitié, ils découvrent l'amour, ils découvrent des sentiments nouveaux, des sentiments moraux, et ils se développent. Ils se développent très bien. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut leur faire comprendre que ces sentiments, qui sont l'amitié, qui sont l'amour, qui sont la fraternité, ne concernent pas qu'eux-mêmes, ils concernent également la cité. C'est-à-dire qu'en se construisant eux-mêmes, en se développant eux-mêmes, ils peuvent aussi développer la cité, se développer avec les autres, faire comprendre que dans l'éducation, on peut non seulement se grandir soi-même, mais grandir aussi avec les autres. Et notre charte, notre base à nous, c'est des droits de l'homme, de liberté, égalité, fraternité, notre devise, elle doit être aussi la fraternité au centre. On a deux droits, la liberté et l'égalité, on a aussi un sentiment qui est la fraternité, il faut le faire vivre. Alors, je pense que les communautés religieuses, ce sont des laboratoires dans ce sens-là. On vit vraiment une vraie fraternité au sein des communautés religieuses. Nous, ce qu'on propose à Association Sud, c'est que, en plus, cette fraternité vécue à l'intérieur, les communautés puissent en faire bénéficier les autres. Ceux qui sont forcément croyants ou ceux des autres religions. Par des dialogues interreligieux, faire en sorte que les rencontres interreligieuses soient vraiment des rencontres fraternelles où se vivent justement ces sentiments moraux, comme l'amitié, comme la fraternité. Par des dialogues, notamment en petits groupes, comme on va expérimenter tout à l'heure. Voilà. Et concrètement, donc un exemple très concret, dans les établissements scolaires, on organise des petits groupes, tout simplement. Alors vous dites que les établissements scolaires, que ce soit d'enseignement privé ou public? Oui, absolument. Enseignement public ou privé. La professeure choisit le thème. Et dernièrement, c'était la semaine dernière, elle était présente dans un lycée public, un collège public du 12e arrondissement à Paris. Le thème était à peu près le même que celui d'aujourd'hui d'ailleurs, vivre ensemble, laïcité. Et donc, dans un premier temps, les responsables des communautés parlaient. Bon, il y avait en plus madame la maire qui était présente et autres, mais chacun a parlé pour se présenter, mais c'était assez court. Et ensuite, tout de suite, on a créé des groupes. C'était une classe de 22, de 3e. On a créé des groupes de 5-6 élèves, hétérogènes, mélangés, avec des conditions différentes. Et chaque intervenant s'est mélangé avec les différents groupes et abordé des questions qui ont été préparées par les élèves. Voilà, il y a eu une interaction. Et puis bien sûr, toutes les 20 minutes, de façon à ce que les élèves puissent dialoguer avec tous les représentants des religions, il y avait effectivement un changement d'intervenant entre les groupes. Et après, il y a eu une restitution, c'est un compte rendu. Chaque groupe a nommé un rapporteur, une rapporteuse, qui a fait un compte rendu de ce qui s'est échangé. Et ça s'est terminé comme ça par des échanges directs avec les intervenants. Voilà une manière dont on peut faire pratiquer la laïcité en milieu scolaire. Très bien. Madame Nafi, vous avez participé. En quelques mots, qu'est-ce que vous en avez retiré comme impression? Oui, j'ai eu la chance en effet de pouvoir être présente sur cette journée au collège. C'était une très très belle rencontre.
tant nous du côté, en tout cas, intervenants, mais j'aime pas trop ce terme, parce qu'on a vraiment eu l'impression d'être en dialogue entre les différentes représentants de culte présents et les élèves. Ça avait été une très bien préparée, c'est-à-dire qu'en plus, ça avait été une opportunité pour les collégiens, pour les élèves de cette classe, de se renseigner déjà sur chacune des religions, parce que, je reviens tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut qu'on fasse attention justement à ne pas être dans du prosélytisme, et ça je pense que c'est en effet fondamental quand on est dans l'interreligieux, d'être dans le respect de l'autre, et pas en effet dans une volonté de vouloir, comme je le disais, de convaincre. Et là, l'opportunité qui avait été donnée aux élèves, c'était d'aller pouvoir se renseigner déjà, pour pouvoir avoir des questions construites. Et donc, il y avait cette réflexion à la fois sur quelles sont les différentes religions, comment est-ce qu'elles vivent les différents sujets de société, et le lien avec la laïcité. Donc, en tout cas, les élèves aussi ont fait un retour très, très, très enthousiasmé, et d'autres enseignants aussi qui espèrent pouvoir reproduire l'expérience dans le collège. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de cette table ronde. Oui, on a déjà un peu dépassé. Est-ce qu'avant de conclure et qu'on passe en petit groupe, l'un ou l'autre, vous avez envie d'ajouter quelque chose? De toute façon, vous avez retrouvé. Oui, Thierry. J'ai juste envie de partager un mot qui m'est venu à l'esprit en écoutant Alexandre, qui est utilisé par Paul Ricoeur, je crois, dans des textes sur l'éthique, qui est le mot de sollicitude. Et je trouvais qu'il parlait bien de ce qu'on essayait de faire ensemble, et de dire quels sont les cadres qui permettent, effectivement, je parlais tout à l'heure de sécurité, qui permettent de créer un peu la confiance, et c'est toujours une sorte de prise de risque de part et d'autre. Les gens qui vont venir sur le terrain, je leur dis toujours, vous êtes courageux, parce que parler de soi, surtout à des inconnus, ça demande du courage. Écouter des inconnus sans surréagir, ça demande aussi du courage. Voilà. Et c'est comment par des petites actions, ce que vous faites, on fait naître petit à petit ce sentiment de sollicitude qui rejoint la fraternité. Voilà, j'avais envie de mettre ce mot-là dans notre champ commun. Très bien, merci beaucoup. Loïc, oui, attendez. Vous allez pouvoir prendre la parole après, bien entendu. Loïc, est-ce que tu veux expliquer le... Alors, je crois qu'il y a le micro. Oui, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ça marche là? Non. Il n'y a peut-être plus de piles. Ça marche? Ça marche? Sinon, oui, il y a celui-ci. En fait, oui, on arrive maintenant au moment de notre partie atelier. Donc on va un petit peu comme les jeunes du collège, là, c'est la semaine passée, on va se mettre en petits groupes de 6, alors je ne sais pas combien on est. Donc il va falloir déplacer des chaises. Et alors il y avait quelques personnes dans la salle qui s'étaient proposées pour être facilitateurs ou facilitatrices. Et donc si les personnes qui étaient d'accord, je crois qu'il y avait Roset, Stéphane, Pierre et puis Alix. Déjà, on est 4. Je pense que donc, on se répartit en 4 groupes. Peut-être ça fera plus de 5 par groupe. Il vaut mieux faire des groupes de 5-6 et puis voilà. Faire des groupes. Et puis en fait, l'objectif c'est d'échanger, de faire un retour un petit peu de tout ce que nous ont transmis et puis partagé nos intervenants, et de remonter 2-3 questions vers les intervenants au retour vers l'intervenant. D'accord? Des questions ou des témoignages, parce que la connaissance et l'expérience, elle est aussi chez vous. C'est vrai que ça peut être aussi très intéressant, ça peut être d'échange. J'aurais une question avant de partir travailler en atelier. Alors, est-ce que justement c'est peut-être plus... C'est pas d'amorcer le travail en atelier après, c'est pour ça que... Oui, alors, dans la pratique, je sais. On n'avait pas prévu ça. Est-ce qu'il y aurait des questions brûlantes qui seraient vraiment brûlantes, oui, et que vous auriez envie de poser avant de nous retrouver en atelier? Oui, aux jeunes, le tricheur.
J'avais une question, Alexandre. Vous avez dit tout à l'heure que vous participiez en fait à des groupes de travail au sein de l'éducation nationale. On a démarré ces journées de la laïcité mardi avec une pièce de théâtre qui s'appelle 100% Marianne, qui d'ailleurs joue à Paris. Je vous invite à y aller le 3-17 mars à Paris. Mais Stéphane Devendeur, je vais lui présenter. Et ma question était toute simple, c'est en fait lors de cette représentation théâtrale, la metteuse en scène, maîtrise en scène, je sais plus, enfin, la personne qui a écrit la pièce, nous a dit rencontrer des résistances de la part de l'éducation nationale dans certaines régions, et en particulier notre belle région bretonne. Ce qui m'a beaucoup surpris. Voilà. À l'inverse, en Occitanie, ils sont très ouverts. Donc ma question est toute simple, est-ce que dans vos démarches, vous avez été vous-même confronté à ce genre de résistance de la part de l'éducation nationale en particulier? Voilà. C'était pour amorcer la pompe avec les ateliers. Écoutez, merci pour votre question. En fait, en réalité, je m'attendais, j'avais devancé les problèmes bien plus. Je m'étais imaginé que les problèmes seraient bien plus importants que ce qu'ils ont été en réalité. Parce que c'est une question de confiance et je dirais de stabilité au sein d'organisations, au sein de l'établissement et du rectorat. En fait, je crois que, vous voyez, en France, on a l'habitude de la démocratie participative. Ce sont des milieux, les milieux scolaires où on se connaît, où les valeurs sont vraiment partagées, où la confiance est première, si bien qu'il n'y a pas besoin de décisions pyramidales, hiérarchiques. Généralement, on fait confiance. Voilà, si le professeur souhaite faire venir tel ou tel intervenant, en tous les cas, dans notre cas, il en parle à son principal. Le principal a lui de voir s'il faut qu'il en parle aux parents d'élèves. Généralement, c'est ce qu'il fait. Il en parle aux parents d'élèves de la classe concernée, mais pas forcément du tout à l'ensemble des élèves. Et bien sûr, le principal en parle au rectorat. Mais il y a vraiment une confiance. Il faut voir que la France a changé. La France est beaucoup moins sclérosée, handicapée, paralysée qu'on ne le croit. Je crois qu'en France, nous, acteurs locaux, parce que nous sommes des acteurs locaux, on se rend compte sur le terrain que les choses sont vraiment simples. Bon, il peut y avoir quelques opposants idéologiques, mais honnêtement, je n'ai pas rencontré beaucoup. J'en ai pas rencontré beaucoup. Je rencontre souvent des personnes de bon sens qui, alors bien sûr, il ne faut pas les décevoir, hein, évidemment, il faut pas au cas par cas, il faut avancer pas par pas, mais dès lors que la confiance est là, franchement, n'hésitez pas à Rennes à faire cette démarche-là. Nous, on l'a toujours fait dans un esprit, comme je vous l'ai dit, de conseil consultatif, de comité de quartier. On a toujours invité le représentant de la mairie, on a toujours invité un représentant d'un conseil de quartier, on a toujours invité. Mais nous, les centres religions, à la différence des lieux de culte, où là, il y a un lieu qui est bien identifié, donc c'est facile d'avoir un représentant. Pour les centres religions, c'est plus compliqué. Nous, notre approche à Cieux, depuis 2005, elle est très simple. On frappe à la porte d'un conseil de quartier parce que, d'abord, il y a une référence républicaine, puisque le conseil de quartier est rattaché quand même à la mairie. Donc on demande à un conseil de quartier de nommer un représentant des centres religions, il participe. Comme ça, on a un représentant sur une base citoyenne, en lien avec la mairie qui participe. Et en plus, quand on a la chance d'avoir monsieur et madame le maire, on est ravis, vous voyez. Mais voilà, quand on fait dans une démarche comme celle-ci, c'est accepté par tout le monde, et je dirais, y compris par les représentants religieux. Oui, il y a un laboratoire d'expérimentation, c'est dans le 12e arrondissement. Depuis 2000, notre association a été créée en 2005, en 2009, on a lancé la première antenne de dans le 12e arrondissement. 3 ans après, assez rapidement, en 2015, 5 ans après, la mairie a proposé de créer une conférence de partage, c'est-à-dire de réunir les responsables de communauté du 12e arrondissement tous les 3 mois à peu près, pour un petit déjeuner sur un thème proposé par la maire. Et là, on en débat ensemble. Bon, et à côté de ça, on continue, nous, Association Cieux, les dialogues interreligieux. Alors, au départ, effectivement, lorsqu'en 2015, la maire l'a proposé, elle a eu quelques réticences de la part des autres mairies d'arrondissement qui m'ont dit, mais quand même, tu vas trop loin, etc. Bon. Mais elle l'a fait, ça se passe très bien. Et donc, il peut y avoir des réticences, mais c'est jamais la guerre ouverte avec les incendies. Bon, c'est comme ça, on en parle, on fait l'expérience.
On a eu la chance d'être en France, dans un pays où la démocratie est profonde, ancienne, le débat est permanent. Certes, au niveau des états-majors, il y a des idéologies qui sont des abondes, on le voit, mais au niveau local, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment la relation de terrain qui compte. Et moi, je vous encourage vraiment à faire la même chose aussi à Rennes. Si un collège, un lycée s'intéresse à cela, vous allez voir, ça va être très simple. On va pouvoir le faire très concrètement. Mais effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Et nous, ce qu'on souhaite maintenant, dans le 12e arrondissement, c'est de le faire au niveau vraiment national, de cette proposition. Et on va le faire progressivement, très certainement. Une des solutions, ce serait pourquoi pas aussi d'organiser de temps en temps des rencontres. Alors, c'est la maire qui organise des conférences de partage, mais on peut faire aussi au niveau de la préfecture. La préfecture peut très bien recevoir des associations qui souhaitent organiser des rencontres interreligieuses. Bon, les personnes qui le souhaitent se réunissent là, ils travaillent et organisent des rencontres. Ça crée une dynamique. En tout cas, cette proposition, je l'ai faite lors d'une conférence débat à la préfecture de Paris. Ça a été pleinement accepté et validé. Vous voyez, donc, il y a vraiment, on s'imagine qu'en France, il y a une laïcité rempart. Je vous assure que ni au niveau des établissements scolaires, ni au niveau du rectorat, ni au niveau de la préfecture de Paris, j'ai constaté d'opposition. Simplement, on se fait confiance les uns les autres, pas de débordement, on se respecte, et à partir de ce moment-là, on avance. Et moi, je pense que je préfère qu'on avance petit pas par petit pas, plutôt que faire des grandes déclarations nationales, etc. Parce que là, on va avoir des idéologues qui vont s'opposer, on va rien pouvoir avancer. Je préfère avancer discrètement avec les responsables locaux, concrètement, entre nous. C'est comme ça qu'on va changer un petit peu les mœurs. Et je vous assure qu'en France, il y a beaucoup moins d'opposition, de refus à l'égard des religions et du fait religieux. D'ailleurs, la preuve, en France, il y a 50% de croyants, il y a 50% de non-croyants. Les églises, vous voyez ce qu'elles sont devenues. Il y a bientôt plus que 12 000 prêtres d'ici 10 ans. Donc, il y a encore 30 ans, il y en avait 60 000. Vous voyez, les religions